Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus au troisième webinaire du Forum du CCIC, Centre catholique international de coopération. Ce grand forum a pour thème « Métamorphose du monde, jusqu'où l'homme peut-il changer l'humain? Quelle boussole pour l'éducation ?» Dans les deux précédents webinaires, nous avions réfléchi sur les opportunités et les risques des nouvelles technologies pour l'humain, ainsi que sur la vision anthropologique de l'humain en mutation. De ce fait, nous avions proposé quelques réflexions éthiques pour penser l'humain en vue d'éduquer un homme et non un robot. Éduquer, tel est aujourd'hui le thème de notre rencontre. Et la phrase de Nelson Mandela prend ici tout son sens. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Oui, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le monde de demain. À l'heure où l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies ne cessent de se développer, comment les jeunes peuvent-ils continuer à se construire et grandir? Rappelons que l'étymologie d'éducation, educare en latin, signifie grandir et faire grandir. Non seulement nous faisons grandir les jeunes en étant éducateurs, mais nous grandissons aussi avec eux et à travers eux. Telle est la responsabilité que nous avons, et dans le mot responsabilité, il y a le mot de réponse, donc d'une attente. Les jeunes qui aujourd'hui ne cessent de se poser les questions du sens de leur vie, qui plus est en présence des robots et de l'intelligence artificielle, attendent une réponse. Nous n'avons pas le droit de leur mentir. Et la réponse qu'ils attendent, c'est un éclairage sur le monde, sur le pourquoi de leur présence, et tout simplement les éduquer à devenir libres. Alors oui, il est de la responsabilité des éducateurs que nous sommes toutes et tous de les aider à avancer et à se poser les vraies questions. Et comme le dit si bien Lévi-Strauss, il ne faut pas trouver les bonnes réponses, mais savoir se poser les vraies questions. Et aujourd'hui même, une vraie question nous est posée. À l'ère de l'intelligence artificielle, quelles orientations éducatives pour la construction de l'humain? Pour nous introduire dans ces réflexions, je suis heureux d'accueillir sur le plateau trois grandes personnalités que je présente tout d'abord avant de leur laisser la parole. Nous avons la joie d'accueillir Marie-Hélène Parizeau, philosophe québécoise, spécialiste en morale et éthique appliquée, professeur adjoint à l'Université de Laval, présidente de la Commission mondiale de l'éthique et des connaissances scientifiques et technologiques de l'UNESCO, auteur en 2020 de La société robotisée, enjeux éthiques et politiques aux éditions Hermann. Madame la professeure, soyez la bienvenue. Je suis heureux d'accueillir pour cette introduction le père Éric Salobir. Bonsoir mon père. Vous êtes consulteur auprès du Conseil pontifical de la culture en charge des médias et des technologies numériques, fondateur d'Optique Technologies, réseau qui s'efforce de placer l'humain au cœur du développement des technologies. Vous êtes l'auteur en 2020 de Dieu et la Silicon Valley aux éditions Buchet-Castel. Une réflexion sur les enjeux éthiques liés aux innovations technologiques. Soyez le bienvenu. Enfin, l'introduction se terminera par le professeur Sobi Tawil, que je suis heureux d'accueillir. Professeur, vous dirigez actuellement l'équipe Future of Learning and Innovation. Vous êtes directeur de la prospective de l'éducation, le futur de l'éducation. Vos recherches se concentrent sur les évolutions de l'apprentissage avec la publication de la promesse des évaluations de l'apprentissage à grande échelle, reconnaître les limites pour débloquer les opportunités.
Bienvenue, cher professeur. Je laisse donc tout d'abord la parole à Marie-Hélène Parizeau. Vous avez la parole, professeur. Merci, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, c'est simplement pour dire que oui, j'étais présidente sortante de la Comest de l'UNESCO. Voilà, alors mon propos va s'intéresser directement à l'initiative de l'UNESCO, Les futurs de l'éducation, apprendre à devenir. La Commission internationale sur les futurs de l'éducation a rendu son rapport d'étape en mars dernier et appelle entre autres à recadrer l'urbanisme. Ce recadrage, explique le rapport, doit se faire tout d'abord en faveur d'une nouvelle compréhension de notre interrelation et interdépendance avec l'environnement. Ensuite, ce recadrage de l'humanisme doit être pensé en regard des transformations technologiques rapides, en particulier le numérique et l'intelligence artificielle. C'est donc sur cette question que je vais me pencher très rapidement puisque je n'ai que 5 minutes. Que nous dit le rapport de l'UNESCO? Le numérique tel qu'il s'est développé aujourd'hui contient des menaces directes sur la diversité des connaissances, l'inclusion culturelle, la transparence et la liberté intellectuelle. Ces technologies ont la capacité, et je cite, d'engendrer une ingénierie des êtres humains inconcevable jusqu'à présent. Fin de citation. Déjà, de nouveaux modèles pédagogiques émergent. Certains de ces modèles lient la privatisation de l'enseignement, l'expansion du marché mondial de l'éducation avec des méthodes d'apprentissage hyper personnalisées. Bref, ira-t-on vers un modèle d'éducation sur mesure et privatisé, soutenu par les technologies du numérique et de l'intelligence artificielle? C'est une des avenues possibles si les populations et les citoyens ne défendent pas l'éducation comme un bien public et un bien commun. Je dirais ici de façon très provocatrice, heureusement que nous avons eu la pandémie de la COVID-19. Pourquoi? Parce que nous avons expérimenté socialement, à très grande échelle et pendant 1 an et demi, les cours à distance avec l'école à la maison, du primaire au secondaire, du collégial à l'université. Fort de cette expérimentation sociale subie, nous pouvons maintenant tirer quelques leçons pour les futurs de l'éducation. De mes lectures, j'extrais ici 4 énoncés qui font consensus. 1. Malgré les efforts du personnel enseignant pour adapter une pédagogie à distance, on note qu'une partie significative des élèves ont eu de la difficulté à retenir les connaissances essentielles. 2. Malgré les quelques études scientifiques montrant une motivation des élèves dans l'utilisation des outils numériques, la réalité est tout autre. Au fil du temps, les enseignants ont constaté que la majorité des élèves étaient démotivés, désengagés et téléspectateurs de leur propre apprentissage. 3. Seule une minorité d'élèves ont une autonomie suffisante pour suivre l'enseignement à distance. La majorité des élèves ont une diminution nette de l'attention liée à l'augmentation du temps d'écran. 4. Enfin, on constate un effritement de la relation entre l'enseignant et l'élève dans l'enseignement à distance. Or, cette relation est déterminante dans la réussite scolaire. Et oui, l'école est un milieu réel et non virtuel d'apprentissage. Ce milieu physique est essentiel pour la création du lien relationnel entre l'enseignant et l'élève et aussi entre les élèves et aussi les élèves entre eux. L'école est effectivement un lieu de socialisation important pour les enfants, pour se faire des amis par exemple. Donc, le tournant numérique imposé pendant la pandémie nous aura permis de réaffirmer l'importance de l'enseignement en présence, de l'importance de la relation entre les enseignants et les élèves, ainsi que de l'importance de l'école comme milieu de vie collectif. Voilà qui devrait nous aider à poser des limites à certaines pratiques numériques et à développer l'école pour tous comme un bien public et commun. Alors reste la question, est-ce que le numérique et l'intelligence artificielle peuvent avoir une place à l'école? Ici, c'est mon dernier point, je serai très brève. Pour le numérique et l'intelligence artificielle, de quelle place s'agit-il alors? Plusieurs documents émanant des gouvernements, et je pense ici à la France et au Québec notamment, s'alarment de la transformation du marché du travail par l'IA, de l'automatisation croissante de certaines tâches, voire de certaines professions. La conclusion qui apparaît est la suivante. Comme le marché de l'emploi se transforme, alors le gouvernement doit suivre ce mouvement et éduquer massivement au numérique.
Il s'ensuit l'obligation de développer à l'école de façon prioritaire des compétences numériques, en particulier la programmation et les mathématiques utilisées pour les algorithmes, pour tous les élèves et progressivement à tous les niveaux éducatifs. Remettons en question cet énoncé. Alors, une nouvelle question se pose. Les futurs de l'éducation doivent-ils accentuer le tournant numérique du travail par une éducation qui valorise et transforme l'élève du secondaire en futur programmateur ou technicien efficace du numérique? Est-ce cela le recadrage humaniste? Que reste-t-il alors de la culture, de l'histoire, de la création artistique, du sens critique, des connaissances minimales en sciences humaines ou en écologie pour comprendre la société et le monde dans lesquels les élèves vivent? Ne faudrait-il pas ici plutôt remettre en cause la supériorité incontestée des mathématiques, puis celle maintenant de la littératie informatique et numérique comme critère de sélection et d'orientation des élèves tout au long du secondaire? Sinon, de quel projet humaniste sera-t-il question dans l'éducation? Voilà, c'était mon introduction un peu provocatrice. De nous avoir introduits si bien dans ce webinaire. Et sans plus tarder, je laisse la parole au Père Salobir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Les deux précédents webinaires nous ont montré à quel point la relation que nous avons avec la technologie est une relation bidirectionnelle. D'un côté, nous la produisons et de l'autre côté, l'usage que nous avons de la technologie nous transforme. Nous sommes produits par nos propres produits. Alors en fait, la question, c'est comment faire en sorte que cet usage des technologies nous fasse grandir en humanité et qu'il n'émousse pas notre capacité à être humain. Car ces technologies, à mesure qu'elles sortent des laboratoires, on peut dire qu'elles ont atteint une forme de maturité. Mais nous, est-ce que nous sommes suffisamment matures pour les utiliser? C'est un point important que souligne le projet de réglementation de l'intelligence artificielle qui a été publié récemment par l'Union européenne et qui évoquait le fait qu'il y a aussi une responsabilité des utilisateurs. Et de fait, c'est à la rencontre entre une technologie, un usage et un public que tout se joue. Et là, il nous faut de fait créer une véritable culture de la technologie et plus particulièrement une culture de l'intelligence artificielle. Je prendrai juste un exemple. Dans les années 90, nous avons tous eu des téléphones portables et tout le monde se mettait à téléphoner partout, dans les lieux publics, on était constamment interrompus, etc. Et puis petit à petit, nous nous sommes habitués, nous avons domestiqué cette technologie et nous en avons eu un usage un peu plus raisonné. Et il nous faut faire de même pour toutes les technologies, simplement ça prend du temps et la culture est quelque part toujours un peu en retard par rapport à la technologie elle-même. Alors comment bâtir cette culture de la technologie? D'abord, je pense que ce qu'il faut, c'est informer. Informer sur les capacités des technologies, ne pas les voir comme des menaces, mais se dire qu'elles donnent du pouvoir, que quelque part, elles donnent, elles facilitent, elles font grandir. Et on le voit à travers l'intelligence collaborative, on le voit à travers l'accès au savoir, on le voit à travers la capacité de mobilisation qu'offrent les technologies numériques. Mais en même temps, à mesure qu'on domestique ces capacités, il faut aussi en comprendre les limites. Les technologies sont limitées et il faut les utiliser pour ce qu'elles savent vraiment faire. Juste un exemple, on sait que l'intelligence artificielle a toujours tendance à reproduire des modèles. Quelque part, c'est une reproduction du même. Est-ce qu'on veut se laisser enfermer dans une bulle informationnelle? Moi, j'en suis pas sûr. Simplement, peut-être que les réseaux sociaux ne sont pas le bon moyen de s'informer. Peut-être qu'ils sont juste là pour partager des nouvelles avec nos proches. Et puis, le troisième point, c'est qu'il faut s'informer aussi des risques potentiels. On sait qu'il y a, par exemple, dans l'intelligence artificielle, des risques d'amplification des biais de notre société qui ont été mis en lumière, notamment par la justice prédictive et tous les algorithmes de police prédictive. On a vu que ça a conduit à beaucoup de discrimination. Peut-être que là aussi, une bonne information sensibilise et transforme les usages. Alors voilà, d'abord informer et puis ensuite peut-être former, mais pas former seulement aux choses technologiques. Peut-être qu'il faut former les jeunes pour que justement sur le marché du travail, ils ne soient jamais en concurrence directe avec une intelligence artificielle qui ferait plus vite et pour moins cher ce qu'eux-mêmes sont capables de faire.
Il faut qu'ils soient formés en sciences humaines, en art, tout ce qui est créativité, relations, de façon à ce qu'ils puissent faire ce que la machine ne peut pas faire. Ainsi, ils ne seront jamais déclarés obsolètes. Et puis, si on informe et que l'on forme, le troisième point, je pense qu'il faut aussi éduquer au sens plein du terme, au sens où l'UNESCO emploie ce terme, et éduquer peut-être à trois choses. À la liberté tout d'abord, qui est un devoir autant qu'un droit, et je pense qu'il faut avoir conscience que notre attention est précieuse, qu'il nous faut un esprit critique, à nous de ne pas nous laisser manipuler par les algorithmes qui tentent de nous pousser dans telle ou telle direction, de nous faire consommer telle ou telle chose, de nous faire utiliser plus telle ou telle plateforme. À nous de vouloir voir respecter notre vie privée et nos droits fondamentaux. Donc voilà, une éducation à l'esprit critique, mais aussi une éducation à la relation. Ces technologies numériques, elles transforment complètement la façon dont nous interagissons avec nos proches. À nous de faire en sorte que ces interactions ne conduisent pas à de l'éparpillement, à du consumérisme dans notre vie, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale, etc. Tout ça doit renforcer nos relations et non pas les fragiliser. Et puis le dernier point, je pense qu'il faut éduquer à la responsabilité. Emmanuel le disait, en fait, la responsabilité est peut-être un peu l'élément clé face à des technologies comme l'intelligence artificielle qui vont prendre, et souvent très bien, beaucoup de décisions à notre place. À un moment, toutes ces petites décisions sont prises pour nous, mais l'humain doit rester le seul et unique responsable. En ce temps de pandémie où nous avançons tous masqués, peut-être que justement c'est le moment de se rendre compte de l'ampleur de cette responsabilité. En effet, lorsque l'autre m'apparaît masqué, en fait, son masque, quelque part, le dévoile. Son masque montre son visage au sens qu'employait Emmanuel Levinas, c'est-à-dire il montre la fragilité de l'autre et donc la responsabilité que j'ai envers l'autre. À nous d'utiliser ces technologies pour qu'elles nous aident à renforcer notre sens des responsabilités. Alors juste pour terminer, je dirais une chose, ce que l'on peut offrir, je pense, aux jeunes dans ce cadre-là, c'est les aider à apprendre à apprendre. Et pour ce fait, nous avons lancé, nous, la Human Technology Foundation, avec le Saint-Siège, un grand projet pour doter les universités de modules de formation pour aider les étudiants à être préparés à s'épanouir dans un monde marqué par l'intelligence artificielle. Alors j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, j'espère qu'on pourra travailler ensemble avec tous ceux qui sont autour de l'UNESCO pour qu'ensemble, on puisse toujours faire en sorte que l'humain soit le sujet de sa propre vie et n'en soit pas simplement l'objet. Voilà, merci beaucoup. Merci, cher père, de votre introduction et de nous avoir rappelé les trois grands objectifs de l'éducation, à savoir éduquer à la liberté, éduquer à la relation et éduquer à la responsabilité. Merci beaucoup. Et je laisse la parole maintenant au professeur Sobita Will. Professeur, vous avez la parole pour poursuivre et conclure cette introduction. Merci et merci beaucoup pour l'invitation. Quelque part, le professeur Parizeau m'a dévancé parce que j'aimerais également partager quelques perspectives qui se dessinent dans le cadre de l'initiative de l'UNESCO sur les futurs de l'éducation, intitulée provisoirement Apprendre à devenir ensemble. Le but de l'initiative n'est pas de prédire un avenir lointain, mais plutôt de repenser l'éducation dans la conjoncture actuelle, ce moment historique que nous vivons, ce point de crise, et de repenser l'éducation et le savoir en fonction des futurs probables, mais aussi possibles pour l'avenir de l'humanité et de la planète. Ça implique une vision à plus long terme qui nous aide à mieux agir dans le présent et sur la base d'une analyse à la fois rétrospective et prospective. On peut reconnaître le progrès sur les décennies au niveau du développement humain, la réduction de la pauvreté au niveau mondial, l'élévation des niveaux de vie, l'amélioration de la santé, l'allongement de l'espérance de vie, un accès élargi à l'éducation, à la formation. Mais en même temps, on reconnaît les multiples défis, des défis que
que nous héritons, si on veut, du passé, l'accroissement des inégalités au sein de toutes les sociétés, plus grande disparité dans la répartition des richesses. Et la crise du Covid et ses multiples impacts n'a fait qu'aggraver ces disparités sociales. Aussi une polarisation croissante en fait de nos sociétés, la montée du populisme, des nationalismes, d'extrémisme de différentes sortes qui minent la cohésion sociale. Mais peut-être deux transformations essentielles qui caractérisent notre moment. C'est d'une part l'intensification de la crise environnementale et climatique, et ensuite les transformations technologiques, que ce soit lié aux avancées en matière de biotechnologie, du numérique, de l'intelligence artificielle. Donc, dans le cadre de l'initiative, c'est un appel à changer de cap pour un avenir qui soit durable et basé sur une justice sociale, économique, environnementale. Et comme l'a dit le professeur Parizeau, pour changer de cap, il convient de revoir notre conception de l'humain, de notre conception de l'humanisme, redéfinir notre relation avec les autres, avec la planète vivante et avec la technologie. Ceux qui sont familiers avec le rapport de l'Ordre de 96, l'une des idées qui a porté, c'est apprendre à vivre ensemble. Donc, la dimension sociale. Aujourd'hui, il y a question d'apprendre à vivre ensemble, à vivre avec les autres, mais également à vivre avec la planète et vivre avec la technologie. C'est une question de réapprendre en fait nos interdépendances et de réimaginer en fait notre place et notre rôle en tant qu'humain. Donc, l'éducation forcément a un rôle à jouer en renforçant notre humanité en partage, en construisant des finalités partagées, en soutenant la dignité, en renforçant la capacité des individus et des communautés pour l'action collective. Mais l'éducation elle-même doit se transformer. Et pour changer de cap en éducation, il y a tout d'abord le besoin de renforcer en fait les fonctions publiques, collectives qui servent au bien commun de l'humanité. Après tout, l'éducation est avant tout un effort collectif sociétal. C'est vrai au niveau local, c'est au niveau national comme au niveau mondial avec une interconnexion, une interdépendance croissante de nos sociétés. Donc, cela requiert une vision partagée, une coopération renforcée face à des défis communs mondiaux. Il s'agit aussi de renforcer des écosystèmes publics d'éducation. L'idée de l'apprentissage tout au long de la vie, de connecter des différents espaces n'est pas nouvelle. Mais de plus en plus, il y a besoin de repenser en fait ces articulations entre les différents espaces d'apprentissage, qu'elles soient formelles ou qu'ils soient liés plutôt à des espaces sociaux, culturels ou professionnels. Dans ces écosystèmes, l'école reste un pilier central et Madame Parizeau l'a bien dit comme une partie de leçons à tirer de la pandémie depuis l'année passée. On a redécouvert en fait l'importance de l'espace physique et social que représente l'école. Tout d'abord que l'école est plus qu'une affaire d'éducation, c'est également une question de santé, de nutrition, de protection, de soutien psychosocial. Et que l'éducation est plus que des apprentissages curriculaires. C'est aussi l'espace d'interaction, de coopération, de collaboration, des aspects essentiels pour le développement, disons, des compétences civiques, sociales, socio-émotionnelles. Donc,
protéger l'espace scolaire, mais le transformer. Et on a vu avec Covid beaucoup d'un discours sur l'innovation, en grande partie généré ou encouragé par l'utilisation de la technologie. Mais si on a découvert une chose, c'est que certains apprentissages peuvent se faire à distance, quelles que soient les technologies numériques ou plus traditionnelles, mais on a redécouvert la valeur de l'apprentissage en personne, du relationnel dont parlait le père Salobir, et de développer les compétences à travers des apprentissages collaboratifs, de travail en projet, de co-création, en salle de classe, à l'école et l'école dans sa communauté. Mais on a vu avec la technologie également, non seulement comme recours à la fermeture des écoles, non seulement l'aggravation des inégalités, on a vu la possibilité d'innover en termes de pédagogie, de curriculum, d'évaluation des acquis. Beaucoup de discours qui continuent aujourd'hui aussi sur une expérience éducative plus flexible, plus personnalisée, mais avec des questions qui sont peu traitées sur la sécurité en ligne, sur la protection des données personnelles, sur la question de surveillance. Au-delà des questions pédagogiques, aussi une plus grande dépendance sur des infrastructures numériques commerciales, des plateformes, des applications. Et il est important de reconnaître en fait une plus grande privatisation, commercialisation de l'information, des données, de l'éducation, et qui pose des risques sérieux au droit à l'information, au droit à la connaissance et à l'éducation, toutes parties intégrantes de notre patrimoine commun. Donc, que la technologie, d'insister que la technologie reste un moyen au service de l'éducation et des finalités de l'éducation, et que la technologie numérique, l'IA, doivent servir l'éducation comme bien commun. Et pour ceci, il faut élargir un débat avec toutes les parties prenantes. Et ce webinaire est une excellente contribution à ce débat public. C'est le cadre qui inspire le travail de l'UNESCO. Et juste peut-être pour terminer, de signaler deux dynamiques qui sont en cours à l'UNESCO. Une dynamique de développer une déclaration internationale sur la connectivité en éducation et qui va au-delà de la question de comment assurer la connectivité et le financement de la connectivité, mais de voir les questions d'une éducation numérique publique, les questions de pédagogie autour de ça et de ne pas perdre de vue, comme a été dit tout à l'heure, le relationnel et comment la technologie peut aussi servir au relationnel qui est essentiel à l'expérience éducative. Et deuxièmement, une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, une recommandation qui est en préparation depuis quelque temps et qui sera adoptée à la conférence générale en novembre de cette année. Donc voilà, je termine là. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette possibilité d'entrer en conversation avec vous. Merci. Professeur Sobitawil, un grand merci de votre contribution dans cette lumineuse introduction. Je remercie Marie-Hélène Parisot, le père Éric Salobir et vous-même de nous avoir si bien introduits à cette réflexion. Et durant votre réflexion, vous venez de dire que l'éducation est un effort collectif et sociétal et qu'il faut élargir la discussion. Et c'est ce que nous allons faire maintenant autour de la table ronde. Et j'ai le plaisir pour cette table ronde d'accueillir sur le plateau 5 grandes personnalités, 5 invités que je vous présente maintenant, avant de leur laisser la parole. Tout d'abord, je voudrais accueillir la professeure Tania Boni. Professeure, soyez la bienvenue, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes en direct
d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous êtes romancière, poétesse, essayiste, philosophe de l'Université d'Abidjan. Docteur ès-lettres de Paris 4, Sorbonne, vous êtes présidente du réseau Afrique, Philosophie et Démocratie, sous l'égide de l'UNESCO. Vous êtes par ailleurs membre d'honneur du conseil scientifique du groupe d'études et de recherche sur les mondialisations. Enfin, vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, dont celui publié en fin 2018 aux éditions Muséo, qui s'intitule « Habiter ». Merci de nous avoir rejoints, merci pour votre présence. Je poursuivrai en accueillant Nour Kilzi. Nour, vous êtes diplômée de droit, vous êtes à-terre de l'université de Cergy-Pontoise et actuellement vous préparez une thèse de doctorat sur le recours à la force par les États en droit international. Au Liban, vous êtes membre du mouvement citoyen et citoyenne dans un État qui aspire à l'établissement d'un État laïque, démocratique, juste et efficace au Liban. Enfin, vous êtes représentante de l'Office international pour l'éducation catholique. Soyez la bienvenue. Je suis heureux d'accueillir le professeur Pierre Giorgini. Professeur, soyez le bienvenu. Merci d'être parmi nous. Vous êtes président, recteur honoraire de l'Institut catholique de Lille. Vous êtes chercheur associé du laboratoire de ce même institut et membre de la chaire Sciences et foi. Ancien chef d'entreprise, vous avez créé l'école d'ingénieurs devenue par la suite Télécom Lille. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, dont un qui va paraître à la rentrée chez Bayard, Vers une civilisation algorithmique, un regard chrétien sur une définition éthique. Et vous le co-écrivez avec le père Thierry Magnin. Je suis heureux d'accueillir sur le plateau Roberto Lupi. Roberto Lupi, soyez le bienvenu. Merci de nous avoir rejoints. Vous venez de Rome, de l'université LUMSA. Alors, vous êtes chercheur en philosophie du droit à l'université donc LUMSA. Vos recherches portent sur la théorie de la justice, particulièrement sur le concept de vertu et de relation entre l'intelligence artificielle et l'éthique. Vous avez collaboré avec le comité de la culture de la Chambre des députés italienne et la Fondation Konrad Adenauer. Enfin, je suis heureux d'accueillir le professeur Laurent Bibard. Professeur, soyez le bienvenu, bonsoir. Vous êtes philosophe et économiste. Vous êtes professeur à l'ESSEC, école dans laquelle vous présidez la chaire Edgar Morin de la complexité. Vous êtes par ailleurs consultant auprès d'entreprises dans les secteurs de l'industrie, de la santé et de l'énergie, ainsi qu'auprès d'instituts publics sur les problématiques de conduite, du changement ou d'aide à la décision. Alors, pour commencer cette table ronde, je voudrais laisser la parole à Nour Kilzi. Alors, Nour, vous êtes, je dirais, au plus proche des jeunes. Vous recevez très régulièrement leurs confidences et toutes leurs questions concernant l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Vous portez donc la voix des jeunes, vous êtes leur porte-parole. Alors, Nour, quelle réponse aujourd'hui pouvez-vous leur apporter? Pouvez-vous nous éclairer sur la question suivante? Quelles éducations leur donner pour être le plus à même de répondre à leurs attentes? Et je tiens, juste avant de vous passer la parole, à préciser deux choses. J'invite les auditeurs et les téléspectateurs qui veulent poser des questions durant ce webinaire de le faire et les questions seront proposées à nos intervenants après la table ronde, au moment des questions-réponses. Et deuxièmement, je tiens à préciser que Nour Kilzi a des problèmes de connexion au Liban. Cependant, elle a eu la gentillesse de nous enregistrer son intervention. Je lui laisse la parole. Nour Kilzi, soyez la bienvenue. Merci encore. Bonjour tout le monde, je remercie le CCIC pour l'organisation de ce webinaire. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai suivi les deux premières parties et avec beaucoup de joie que je participe aujourd'hui avec vous à cette troisième et dernière table ronde qui vient clôturer une phase, mais ne clôturer ni la réflexion ni le débat autour de la question posée, je l'espère. Et donc, dans ce monde en métamorphose, aujourd'hui, nous nous posons la question de la boussole pour l'éducation. Alors,
puis ma très modeste expérience et les rôles que j'assume dans l'Office international de l'enseignement catholique ou de mon engagement au Liban et surtout auprès de la jeunesse libanaise ou mon travail à l'université en France, j'ai trouvé pertinent de commencer la réflexion ou d'essayer de comprendre où se situent les jeunes dans ce monde en métamorphose, comment perçoivent-ils, eux, ce changement, quelles sont leurs craintes, attentes et besoins, particulièrement en matière d'éducation. Pour essayer de porter la voix de la jeunesse, c'est essentiellement à travers de discussions avec des jeunes libanais et français qui se trouvent à la sortie du lycée ou au début de leur parcours universitaire que j'ai mené l'exercice. Ma démarche ne peut certainement pas être qualifiée d'enquête sociologique, mais je pense qu'elle est quand même assez représentative et fidèle à une partie importante de la jeunesse. En ce sens aussi, je trouve pertinent l'intérêt que ce soit des jeunes libanais et français parce que nous le savons, nous ne vivons malheureusement pas dans un monde égalitaire et on ne cesse de le répéter que la pandémie a révélé, si ce n'est pas celle qui a creusé, mais ça a été au moins un indicateur très révélateur des inégalités entre les différentes sociétés et au sein de chaque société. Et donc, malgré les inégalités, malgré des contextes assez différents, j'ai trouvé intéressant de voir que dans la parole de la jeunesse, il y a quand même des choses qui se ressemblent quant à la problématique des besoins des jeunes dans le monde qui évolue avec la question de l'intelligence artificielle. Évoquer la jeunesse, ça a toujours été évoquer l'espoir, les possibilités, le futur, toute une vie devant soi à construire. Et quand on dit vie à construire, c'est-à-dire un monde à construire. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on constate que la jeunesse est en réelle détresse. Alors certes, on peut parler de la précarité financière des étudiants en France, au Liban, parce que le pays déjà passe dans une crise très grande, mais aussi les taux de suicide et les tentatives de suicide au sein de la jeunesse a augmenté partout dans le monde. Donc c'est surtout une jeunesse qui se retrouve face à une absence d'horizon, Et là, j'aimerais partager avec vous un petit échange que j'ai eu avec une jeune de 19 ans. Elle m'a dit « Toute évolution n'est pas nécessairement pour le mieux. Je crains ne plus avoir de valeur. Demain, qu'est-ce qui garantit que je préserve ma valeur quand l'intelligence artificielle pourra faire plus rapidement, plus efficacement ce que je peux faire ?» Et ces propos ne viennent pas d'une personne faible, entre guillemets, et ne traduisent pas son ressentiment, pour reprendre le registre de Nietzsche. Donc, il s'agit d'une étudiante étrangère, majeure de sa promotion, basketteuse professionnelle, qui pourtant craint, malgré tous les efforts, tout le travail qu'elle fournit, toute la passion qu'elle a, de voir sa valeur humaine non préservée. Il est certes très dommage que cette surestimation de l'intelligence artificielle et cette focalisation fassent perdre de vue dans l'échelle des valeurs et que les jeunes craignent qu'ils y soient déplacés. Alors, l'intelligence artificielle, certes, il s'agit d'outils très avancés qui peuvent faire et dépasser peut-être l'homme dans certaines capacités, mais comme tout outil d'ailleurs, comme une pierre taillée qui est plus efficace qu'un ongle humain ou comme un marteau en pierre et en acier qui sont beaucoup plus efficaces et plus forts qu'une frappe de poignée de main. Donc, ce redressement de langage ou cette manière de recaser un peu, de redéfinir l'intelligence artificielle dans ses propres limites, ce n'est pas un positionnement idéologique ou démagogique, mais c'est des voix importantes aussi de la part de scientifiques et de techniciens qui ont eux-mêmes créé et développé l'IA, qui tiennent ces propos, qu'on retrouve réexprimés dans la jeunesse. Et donc, à partir de cette première constatation un peu générale d'une jeunesse inquiète, une jeunesse par moments vieille, je passerai à la problématique plus directe relative à l'attente de la jeunesse par rapport à l'éducation. Et c'est là que ma deuxième partie portera sur la place centrale de l'éducateur. Pour ce deuxième semestre, pour l'année 2020-2021, et bien que nous ayons rétabli au sein de l'université des formes d'enseignement présentiel, notamment pour les L1, le taux de décrochage a été très élevé, autour de 300 élèves. On a eu 20 étudiants défaillants avant la réalisation de l'examen, autour d'une cinquantaine d'étudiants absents le jour de l'examen et plus de 700 copies blanches ou quasi blanches rendues. Cet éloignement du contact humain à l'université, là où normalement la forme éducative comporte déjà plus de liberté, plus d'autonomie et moins d'encadrement, a eu quand même des résultats très directs et clairement graves. Et vous vous doutez bien qu'au moment de l'évaluation du semestre, tous les étudiants ont exprimé de loin leur préférence à l'enseignement présentiel. Et donc, dans cet enseignement présentiel, il y a certes la dimension physique relationnelle pour les étudiants entre eux, mais aussi avec l'enseignant et l'éducateur. Et je pense que ce que je vais présenter est valable pour l'enseignement supérieur, mais aussi et peut-être plus important pour l'enseignement en général. En effet, l'enseignant est à la fois une figure de savoir, une figure d'autorité et une figure de confiance. Ces trois aspects, bien que distinguables, ne sont pas pour autant tout à fait dissociables.
S'agissant du savoir, l'on pourrait penser que désormais, ce savoir est très accessible et donc il est désormais possible pour l'étudiant de vérifier la véracité de ce savoir à l'instant même où son professeur s'exprime. Envisagé de la sorte, ceci atteint certainement directement la dimension de l'autorité et de la confiance, où l'étudiant équipé de cet accès immesurable au savoir au sens brut penserait détenir l'autorité de son côté et serait dans une thématique de tester la connaissance de son professeur. Et donc là, on voit directement que la relation est faussée. Bien sûr que cette accessibilité au savoir peut être gérée autrement. Un éducateur responsable traitera la question différemment en soulignant lui-même l'atout que représente cet accès au savoir, en menant ses étudiants vers ces lieux, en les initiant à leur usage. Mais surtout et plus loin, c'est une possibilité pour incarner le véritable rôle d'éducateur, non pas en tant que détenteur de l'intégralité du savoir ou de la vérité, mais au contraire, avec beaucoup d'humilité, assumer ce rôle primordial qui est le développement du raisonnement des étudiants, de leur esprit critique face à la réalité, et donc du développement de la véritable intelligence humaine. En réalité, face à ce monde en changement, la question de la figure du savoir, de l'autorité et de la confiance reste très centrale, et c'est les jeunes eux-mêmes qui ont exprimé ce besoin. La place centrale de l'éducateur, de cette personne qui les apprendra à gérer ces milieux, à se protéger, à pouvoir les utiliser pour le mieux, pour les éduquer à ces usages. Une autre étudiante m'avait confié que c'est très intéressant qu'on nous enseigne la programmation, mais ce serait beaucoup plus important qu'on nous enseigne ce que font les réseaux sociaux avec nos données, comment cela fonctionne, pour qu'on sache comment se protéger, comment agir sur ces réseaux. En guise de conclusion, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, bien que ce soit la génération du numérique qui n'a connu que cela, c'est une jeunesse inquiète, et je ne dis pas cela pour être alarmiste ou dans un esprit défaitiste, bien au contraire, mais pour souligner que les jeunes ressentent profondément les problématiques les plus essentielles que nous nous posons. C'est une jeunesse qui réaffirme son besoin d'éducateurs et d'éducatrices, assumant complètement leur rôle. Merci beaucoup. Merci infiniment, Nour Kilzi, de nous d'avoir été le porte-parole de la jeunesse. J'ai beaucoup aimé la confidence que vous a faite votre étudiante basketteuse. Et à travers vous, nous voyons que les jeunes se posent énormément de questions. Un très grand merci de nous avoir proposé votre réflexion. Je me tourne maintenant vers Roberto Lupi. Roberto Lupi, je suis intimement convaincu que ce qu'a dit Nour Kilzi a résonné en vous. En effet, il n'y a pas d'éducateur, il n'y a pas d'éducation sans autorité. Cependant, l'autorité fait peur. L'autorité est synonyme de force et parfois de contrainte. Alors, Roberto Lupi, selon vous, comment repenser l'autorité en lien avec les nouvelles technologies? Vous avez la parole. Merci pour votre présence. Merci pour me donner l'opportunité de parler ici. J'aimerais bien parler de l'autorité, les nouvelles technologies et l'éducation. Tout d'abord, c'est important de clarifier mon utilisation du terme autorité, spécialement en référence à l'éducation. Pour cela, j'aimerais citer Jacques Maritain quand il dit que dans le travail éducatif, les adultes ne doivent pas utiliser le paternalisme ou l'impérialisme vers des enfants, mais plutôt l'amour et l'autorité qui sont requis, c'est-à-dire une autorité authentique et pas un pouvoir arbitraire. Les enfants, ils ont le droit d'attendre des parents et des enseignants qu'on les guide positivement et d'apprendre ce qu'ils ne connaissent pas. Et donc, c'est une signification d'autorité qui est très liée à l'autoritativité et qui est basée sur un acte de reconnaissance. Nous nous reposons sur des formes d'autorité au point que quelque chose de plus est attribué à eux, une prééminence sur la connaissance ou le jugement. Donc, je placerai l'autorité dans la catégorie de relation, une relation entre un fondement, un porteur d'autorité et ceux qui comptent sur le porteur. Le fondement doit être compris comme quelque chose de perçu comme profond et vrai. Le porteur d'autorité est une personne, par exemple un enseignant ou un parent, ou quelque chose d'inanimé, comme un texte, une tradition ou une institution qui transmet le fondament. Et le troisième réfère aux gens qui viennent en contact avec le porteur d'autorité. Le
rôle joué par un prêtre par rapport aux fidèles est un exemple typique d'autorité. Une dynamique de ceci se passe entre aussi les étudiants et les élèves dans une grande diversité de relations. L'autorité donc joue un rôle fondamental lorsque l'individu rentre en contact avec le monde et est éduqué en lui. À ce stade, peut-être vous allez vous demander quelle est la relation entre ce qui a été dit jusqu'à présent et le sujet au centre de notre débat. Eh bien, mon idée est que la technologie a donné naissance à un nouveau mélange entre les formes personnelles et impersonnelles de médiation autoritaire. Prenons les réseaux sociaux comme exemple. Tout d'abord, il est difficile de croire que les plateformes technologiques telles que les réseaux sociaux ne jouent aucun rôle dans l'éducation de nos jeunes générations. De plus, le rôle omniprésent des réseaux sociaux pour créer des habitudes et des tendances et en circulant du contenu et des informations ne peut pas être considéré comme étranger à l'idée d'autorité. Dans les réseaux sociaux, c'est une nouvelle forme d'autorité qui apparaît. Mon idée est que ceci peut être décrit comme une forme hybride de médiation autoritaire en part personnelle et en part impersonnelle, basée sur 3 composantes, la personne, la plateforme et l'algorithme. La personne apparaît sur ces plateformes par des mots, des images, des vidéos, des fichiers audio. Ceux-ci sont simplement des fragments, souvent flanqués par une infinité d'autres fragments, venant d'une multitude de, en général, personnes qu'on ne connaît pas. Cependant, ces mêmes personnes vers lesquelles se tourne l'opinion publique, faisant autorité, des autorités qui font autorité. Je pense qu'il est nécessaire de se concentrer sur ces 2 derniers mots. Eh bien, je crois qu'afin de bien comprendre cette nouvelle forme d'autorité, nous devons ajouter aux composantes personnelles et 2 composantes impersonnelles à la personnelle, qui justifient l'inclusion de certains utilisateurs de réseaux sociaux au sein des catégories d'autorité faisant autorité et pas d'autres. Et de ces 2 composantes non personnelles, on met l'accent sur l'idée d'autorité, et je me réfère à la plateforme ici, et l'autre sur l'autoritativité, et la référence ici, c'est la logique de l'algorithme. Laissez-moi expliquer. Je suis convaincue que le concept d'autorité se réfère principalement à la plateforme, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ces derniers, dans beaucoup de manières, remplacent les journaux, les radios et les télévisions. Ils sont réputés posséder l'autorité et une pertinence sociale. Ici, un nouvel élément vient en jeu en comparaison par exemple aux anciennes formes d'autorité. Je veux parler de l'accessibilité presque totale des plateformes. C'est la caractéristique qui est capable de saper potentiellement la nouvelle relation de l'autorité à sa source. En fait, le porteur d'autorité a été considéré comme quelqu'un qui se distingue de la foule, comme il est perçu comme avoir une relation privilégiée avec le fondement. Justement, à ce stade, nous arrivons à la dernière composante de la nouvelle forme d'autoritativité de notre âge technologique. Et je parle de la logique des algorithmes qui, une fois qu'ils sont mis en œuvre, permettent à certaines personnes et au contenu qu'elles véhiculent d'acquérir un certain degré de popularité et d'influence, parfois d'un jour à l'autre et à un niveau mondial. Si ce qui a été dit a un sens jusqu'à présent, ma prochaine étape doit être de souligner un grand aspect problématique de cette nouvelle relation d'autorité concernant le lien entre le porteur d'autorité et le fondement. Pour être exact, je parle de la crise du fondement. Le mécanisme pour identifier les porteurs d'autorité dans notre âge technologique apparaît comme être complètement indépendant de jugement de valeur sur le fondement. C'est un mécanisme principalement lié sur des considérations de popularité fortement influencées par la logique des algorithmes. Donc, un phénomène se passe dans les médiations d'autorité.
L'accent est mis sur le porteur du fondament, qui est souvent observé comme délié du fondament. Et avec référence au porteur du fondament, le focus est vers la composante impersonnelle et artificielle. Comment inverser cette tendance? Eh bien, selon moi, une possibilité, ça serait d'amener ce que le philosophe John Rawls a défini comme des doctrines complètes, raisonnables, revenir au centre de la réflexion collective et le débat pour redécouvrir la grande valeur sociale de ces débats. La référence est la multiplicité des conceptions du présent bon dans notre société. Ça peut être de nature séculière ou religieuse pour être poursuivi individuellement ou collectivement, mais plus ou moins exigeant qu'il y a, pour la plupart, elles sont liées par le fait qu'elles offrent aux citoyens beaucoup de valeurs et d'idéaux. Donc, nous sommes en train de redécouvrir la valeur des doctrines complètes. Ça veut dire reconstruire la relation des médiations d'autorité avec le fondement et restaurer la centralité sociale qui semble avoir été perdue. Donc, il ne faut pas valoriser le pluralisme qui souvent donne des formes de relativisme effréné, mais il faut se concentrer sur la multiplicité de conception du bien et donc forme une société plurielle sur les fondements liés. Merci Roberto Lupi de votre lumineuse réflexion. Je retiendrai 2 points, 2 philosophes que vous avez mentionnés. Le premier est Jacques Maritain. Et vous avez dit qu'il n'y a pas d'autorité sans amour, parce que finalement, l'autorité est un des fondements de l'amour. Et le deuxième philosophe que vous avez cité est John Rawls. Et vous nous avez invités à revenir, comme le dit Rawls, à revenir au centre du présent pour reconstruire la relation des médiations d'autorité. Merci Roberto Lupi de cette réflexion que nous allons poursuivre par la suite lors de la table ronde. Merci beaucoup, en tout cas lors des échanges avec le public. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant me tourner vers la professeure Tanela Boni. Tanela Boni, merci d'être avec nous depuis la Côte d'Ivoire. Alors, je pense que la réflexion que vient de nous offrir Roberto Lupi résonne en vous. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, mais aujourd'hui, vous allez nous aider à repenser l'éducation avec finalement l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Autrement dit, Tanela Boni, comment rester humain pour être encore plus humain en vivant avec les nouvelles technologies? Mon Dieu, délivrez-nous des hyènes, des têtes fauves, des casseurs de rêves, car l'éducation n'est pas un piège inventé sur le chemin des pèlerins qui brisent les fondations. Maintenant, je sais qu'elle tresse la grandeur d'âme et l'auréole de la sincérité, le lien fondateur qui nous rassemble autour de la source amitié. De Tanela Boni dans L'avenir a rendez-vous avec l'aube. Pierre Giorgini, il est naturel de se tourner vers vous maintenant parce que l'éducation est une question d'intelligence. Et je dirais même que l'intelligence est le fondement de l'éducation. Or, il n'y a pas d'intelligence sans rapport à la vérité. Question qui est encore plus aujourd'hui remise en question. Alors, selon vous, comment faire face, professeur, à ce bouleversement dans lequel nous sommes depuis finalement les Lumières? Comment faire face à ce déplacement de la vérité? Voilà, donc mon propos court que je vais faire tenir en 7-8 minutes, parce que c'était la règle du jeu, s'appelle « Éduquer à l'heure de la civilisation de l'algorithme », puisque nous préparons avec Thierry Magnin, au mois de septembre, la sortie d'un livre qui s'appelle « Vers la civilisation de l'algorithme ». Regard chrétien sur un défi éthique, voici
la couverture. Alors, éduquer, c'est guider hors, d'après l'étymologie. Hors, au fond, de ce qui nous enserre, de ce que l'on ne comprend pas, ou de ce dont on n'a pas idée, qui nous fait peur et qui est à découvrir. Il y a là une émancipation. C'est aussi l'idée paradoxale de transmettre finalement une capacité à s'affranchir de ce qui nous est transmis, de s'affranchir de nos déterminismes socio-économiques, psychiques, généalogiques, herméneutiques ou génétiques. En un mot, c'est outiller chacun afin qu'il décide par lui-même, en toute autonomie responsable, les deux mots ont leur importance, la façon dont il veut être au monde. Très longtemps, les courants philosophiques rationalistes, voire scientistes, ont conféré à la raison, y compris à la raison scientifique, la place première dans l'acte d'éducation devenu instruction. Le savoir intuitif, le savoir créatif et artistique, ou encore le savoir spirituel, apparaissaient comme trop facilement perméables à des formes d'assujettissement idéologique ou religieux. Ils étaient dépendants du sujet, alors que le savoir rationnel apparaissait comme universel et objectif. C'était le triomphe de la raison issue des Lumières et plongeant dans les sources socratiques du vrai et du faux. La quête du vrai par le doute méthodique et l'élaboration de concepts à portée universelle, permettant la lecture du livre de la nature que l'on pensait écrit en langage mathématique. L'instruction civique, artistique, spirituelle et morale, les belles lettres, devinrent progressivement un appoint. La raison était alors le fer de lance de l'émancipation économique, culturelle, psychique et sociale des individus. Mais cette conception a explosé dans les sciences elles-mêmes avec l'arrivée de la physique quantique où le sujet observant ne peut être séparé du résultat de l'observation. Pourtant, cette ambition de développement de la raison, en particulier la raison scientifique, considérée prioritaire pour l'éducation depuis les Lumières, reste plus que jamais essentielle. Car la civilisation de l'algorithme nous envahit. Les algorithmes et les systèmes numérisés qui y sont associés inondent notre quotidien, parfois sans qu'on le sache, ainsi que le quotidien des ingénieurs, des experts et des scientifiques. Prenant progressivement le contrôle, ces algorithmes nous font franchir un seuil inédit dans l'histoire de la connaissance. Ils s'exercent au cœur des interactions historiques entre les opinions, les mœurs, la religion, les arts industriels, les beaux-arts et les sciences et technosciences. En un mot, au cœur de ce qui définit une civilisation. C'est l'acte de comprendre, c'est-à-dire d'élaborer une vérité même provisoire sur le réel empirique, y compris social, qui se voit confier à des machines algorithmiques, souvent pour aider l'homme. Mais avec l'intelligence artificielle et le traitement massif des données, elle quitte progressivement le statut d'assistance à l'élaboration de la connaissance par l'enrichissement des possibles pour prendre celui de source indiscutée de vérité par l'analyse des corrélations et non pas des causes et la simulation. Indiscutée car non soumise à l'expérience critique et élaborant des modèles trop complexes et trop rapides pour être appréhendés par l'homme. La pression techno-économique s'exerce alors à plein sur l'accélération du passage à l'application avant la compréhension. Avec les technosciences, on est passé du connaître pour faire au faire pour connaître. Avec les nouveaux algorithmes et systèmes numériques, on se prépare à passer au faire sans connaître. Nous sommes dans une révolution épistémique au sens de Michel Foucault. Le numérique s'affranchit des mathématiques. Il permet de plus en plus de lire le livre de la nature sans compréhension mathématique et même de l'écrire physiquement dans une conception machiniste du vivant. La délégation intégrale à la machine par les procédures qu'elle traite est dangereuse pour le jour advenu où les algorithmes ne se contentent plus d'agir comme des calculettes programmables, mais élaborent de véritables stratégies cognitives qui sont non neutres et non confrontables à l'expérience critique. C'est le passage de l'algorithmic for assisted knowledge engineering à l'algorithmic for driven knowledge engineering. Ce passage de l'assistance au pilotage par les algorithmes est également vrai en matière de culture.
Le développement d'une connaissance traitée et interprétée par des algorithmes du web, simplement captée, répétée ou insérée dans une culture individuelle faite de réseaux de savoir hétérogènes, tissés à partir de consultations sur le web, sans vraie compréhension intime, sans unité épistémologique, ou même confrontation à la critique active de celui qui consulte, est de même nature et présente les mêmes risques face aux algorithmes. Un savoir de lien, de vraisemblance considérée comme vérité, ou de similitude devenue équivalence, qui perd sa profondeur et débouche immédiatement sur une opinion rapidement échangée, affirmée sans véritable confrontation à l'expérience critique et à la vérité, même provisoire. Il enclenche souvent d'ailleurs des catharsis du complot et de la haine. Cela provoque un effondrement de la hiérarchie du savoir et un relativisme de la notion de vérité, même si celle-ci est toujours incomplète et provisoire. Mais elle cesse de mettre en tension l'argumentation et la rhétorique comme un idéal à atteindre. Ce qui est en cause, c'est la fin de l'effort de vérité, plus que la vérité elle-même. Les questions essentielles qu'il nous faut porter auprès des étudiants et de la communauté universitaire sur cette civilisation de l'algorithme, avec ses chances et ses risques, sont les suivantes. Quelle puissance? Quel rapport à la puissance? Quel exercice du pouvoir numérique? Quel rapport au temps? Quelle liberté? Quelle humanisation? Quelle place pour le don et la gratuité? Pour le libre arbitre? Pour la collaboration fraternelle? Pour la solidarité? Pour mettre en avant la relation privilégiée aux plus petits, fracture numérique et question d'éthique sociale, aux plus vulnérables? Nous sommes là au point clé de l'anthropologie chrétienne. Au total, lire et comprendre ce qu'on lit, écrire avec richesse et diversité, compter, résoudre par soi-même, maîtriser les bases de la logique, savoir des choses de soi-même sans prothèse technique de mémorisation ou d'interprétation, en un mot, être pensant de façon originale, pas seulement à la traîne de modèles personnels définis en dehors de toute rationalité et évaluation ou de communauté sur la toile. Réapprendre à chacun à développer une véritable éthique de l'argumentation et donc une posture de vérité. Discerner et développer son propre jugement par la raison, certes, mais désormais pas seulement. En effet, les neurosciences nous apprennent aujourd'hui qu'isoler l'exercice de la raison du reste de la pensée est un réductionnisme discutable, y compris sur le plan biologique. L'acte de penser et celui de discerner sont le fruit d'une systémique complexe entre différentes zones du cerveau en interaction. Ainsi, intuition, imagination, créativité, mémoire immédiate, mémoire profonde et même archétypale, psychisme et spiritualité sont aussi à la source de tout discernement, fût-il en apparence complètement rationalisé. De plus, les nouvelles découvertes sur la plasticité neuronale et l'épigénétique poussent à une vision plus holistique de l'exercice de la pensée lui-même, influencé par et influençant le corps sur le plan biologique et psychique, y compris de façon transmissible. Tout ceci a pour effet de réintroduire le sujet en tant qu'héritier d'une lignée et transmetteur à la suivante dans l'acte de pensée, de monter en conscience. De plus, la vision contemporaine des systèmes a tendance à gommer de plus en plus la dualité sujet-objet. Les acteurs réseau de Bruno Latour, par exemple. Le sujet devient un acteur réseau comme les autres, comme les objets communicants d'autres natures, y compris techniques. Ce qui, poussé aux limites, pourrait aller jusqu'à un aplatissement de la pyramide du vivant, l'humain devenant un acteur réseau comme les autres, c'est-à-dire avec ses caractéristiques propres, mais sans hiérarchie, qualifié d'anthropocentrique. Au total, le vivant se machinise pour être conforme aux exigences des machines. Hannah Arendt l'écrivait déjà il y a plus de 50 ans. Cette indispensable réinternalisation du sujet dans une vision globale de l'exercice du libre arbitre nous conduit à élargir les nécessités de l'éducation s'il veut préparer vraiment à l'émancipation et l'accès au libre arbitre responsable. En fait, il s'agit là d'aider chacun à révéler l'ensemble de ses talents et pas seulement celui de la rationalité logique. Le développement de la personne en tant qu'homme en relation, qui se tire au-delà de lui-même à la rencontre des valeurs qui donnent sens à sa vie, rentre alors de plein pied dans l'objectif éducatif.
Ainsi émerge le concept d'éducation intégrale qui ouvre sur une nouvelle convergence possible avec la vision chrétienne de l'homme. Les thèses d'Emmanuel Mounier et les bases de la doctrine sociale de l'Église reprennent vigueur. L'éducation à l'art, à l'émerveillement, à la connaissance de soi, à la montée en conscience et à la spiritualité, à la justice sociale, prennent alors un statut éducatif nouveau. Thierry Magnin conclut notre prochain livre sur l'avènement de la civilisation de l'algorithme de la façon suivante. Prendre soin de la dimension spirituelle de tout être humain en favorisant dans un grand respect du fort interne son développement intégral et son expression est une clé indispensable pour qu'une société puisse choisir intelligemment le monde de demain. Les grandes traditions religieuses et de sagesse ont des trésors de vie à mettre au pot commun de notre humanité en recherche de sens. Pour que nous puissions reprendre chacun à sa manière cette prière du psalmiste, plein de reconnaissance envers Dieu, tu m'as mis au large et du Kéré. C'est de cette liberté, de cet horizon du grand large dont nous avons plus que jamais mondialement besoin. Le spirituel éduque le biologique psychique de l'évolution du vivant pour passer de la survie à la vie, de la peur ou de l'esclavage à la liberté, de l'échec au renouveau. Je terminerai par cette citation, citée des sources de la morale et de la religion en son chapitre 4 sur la mécanique et la mystique d'Henri Bergson, livre cher à moi-même mais aussi à mon ami, hélas disparu, Bernard Stiegler. Des machines sont venues donner à notre organisme une extension si vaste et une puissance si formidable, si disproportionnée à sa dimension et à sa force, que sûrement il n'en avait rien été prévu dans le plan de structure de notre espèce. Or, dans ce corps démesurément grossi, l'âme reste ce qu'elle était, trop petite maintenant pour le remplir, trop faible pour le diriger. Il y faudrait de nouvelles réserves d'énergie potentielle, mais cette fois-ci morale. Merci. Un très grand merci, professeur Giorgini. Merci beaucoup pour votre lumineux exposé. Je retiens un point fondamental. Vous nous avez incité à réfléchir pour élargir les nécessités de l'éducation et vous nous avez invité à aider chacun à révéler ses talents, car il est en relation avec autrui, et c'est ce que vous appelez l'éducation intégrale. Autrement dit, il faut prendre soin de la dimension spirituelle de tout être humain, qui est la clé indispensable pour comprendre le monde de demain. Telle est la conclusion avec le Père Thierry Magnin de votre ouvrage qui va paraître en septembre. Un très grand merci. Et pour terminer cette table ronde, je voudrais me tourner vers le professeur Laurent Bibard. En effet, après tout ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas nous arrêter là parce que toute question a des solutions. Mais il n'y a pas de solution sans réfléchir sur le sens de nos questionnements. Telle est finalement la question de la problématisation. Professeur Laurent Bibard, nous vous écoutons. Merci pour votre présence. Merci à vous. C'est un honneur, un plaisir et un honneur de participer à cette table ronde et à l'ensemble de la réflexion qui a commencé depuis les toutes premières interventions d'avant la table ronde. Il y a une très grande richesse dans ce qui a déjà été dit. Je me contenterai de quelques points qui sont des rebonds sur des propos déjà tenus. Mais puisqu'on a commencé par ce terme, et je vous en remercie, de solution, je commencerai par là en indiquant la chose suivante. Je pense qu'autour de la notion d'intelligence artificielle, il y a des questions fondamentales de pouvoir. Ceci a été évoqué. Roberto Lucchi, lui, a parlé d'autorité, mais il y a des questions de pouvoir et qui se jouent à 3 niveaux. Le premier est autour de ce qu'on appelle, de ce qui s'appelle le transhumanisme. J'y viendrai à propos du désir qui est un fantasme de dépassement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle. Le deuxième est relatif à la manière dont nous nous rapportons aux technologies. Ceci a déjà très largement été discuté, mais je crois qu'il est intéressant d'y revenir sur encore d'autres façons. Le troisième point a également été évoqué et il est très directement lié au big data.
Alors, les 3 points sont donc les suivants. Le premier, autour de la notion d'intelligence artificielle qui serait censée dépasser un jour l'intelligence humaine. C'est l'un des objectifs ou un des souhaits ou un des rêves de ce qu'on appelle le transhumanisme. Il est tout à fait important de garder à l'esprit que la notion même d'intelligence artificielle n'a pas de sens. Ce que font les machines, ce que font les robots, ce que font les ordinateurs, ce que font les algorithmes, c'est, je reviens à la notion de solution qui a été évoquée, c'est systématiquement de chercher des solutions. Les machines nous permettent d'une façon extraordinairement efficace, démesurée par rapport à notre pouvoir de calcul, de trouver des solutions. Les machines sont des calculatrices, les machines sont dotées de capacités de combinaison, c'est une combinatoire, mais il n'y a aucune compétence, et nous verrons pourquoi dans un instant, de problématisation par les machines. Une machine ne se pose jamais de questions. Une machine ne problématise pas le réel. Une machine ne vit pas de questions de sens. Ceux et celles qui vivent les questions de sens sont les humains que nous sommes sur le fond d'un non-sens toujours possible. Il est intéressant d'observer qu'actuellement, nous sommes saturés de propositions de solutions et nous ne savons pas même à quel problème elles renvoient. C'est un impératif économique d'ailleurs qui nous fait chercher des solutions. Nous avons raison, nous avons besoin de solutions, mais nous avons un besoin encore plus fondamental, qui est le besoin humain de savoir à quel problème il faut répondre, quel problème il faut résoudre et pourquoi. Et ça, c'est ce qui est spécifiquement humain. À ce titre-là, on peut dire que si intelligence il y a, elle est spécifiquement humaine, elle consiste en notre capacité à poser la question du sens sur le fond de ce corps qui a été évoqué très largement par Tonella Boni tout à l'heure. Nous sommes un corps, et à partir du corps que nous sommes dans la finitude de nos vies, cette vie ici-bas à un temps limité, eh bien nous avons à poser la question de nos priorités et du sens de cette vie, le temps de cette vie, le temps que dure cette vie. Et donc, rêver à une immortalité dans laquelle d'ailleurs l'intelligence artificielle dépasserait l'intelligence humaine n'a pas de sens. Quand je parlais de pouvoir en commençant, je parle d'un pouvoir d'influence. Le transhumanisme devient de plus en plus important au point que des autorités institutionnelles l'utilisent ou disent que maintenant la question que nous avons à poser est celle du transhumanisme. Je crois que c'est parfaitement faux. Et il faut absolument enlever au transhumanisme l'aura qu'il a prise. Il n'y a pas de question transhumaniste. Du moment que l'on admet que la question de l'immortalité et que la question de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle sont des questions qui n'ont pas de sens, il n'y a pas de problème transhumaniste. C'est un non-sujet, comme on dit. Donc voilà le premier point. Le deuxième point, je voudrais l'aborder en renvoyant à un exemple qui m'est arrivé, une anecdote, au cours d'une formation permanente. Je fais un cours sur la vigilance dans les situations de décision dans le contexte du pilotage d'avion. Les participants de la formation sont des concepteurs de systèmes de pilotage automatique, donc de systèmes de calculateurs embarqués. Et à un moment donné, lors de la discussion, je ne sais plus comment c'est venu, en tout cas un des intervenants me dit « mais de toute façon, bientôt, il n'y aura plus de pilotes dans les avions », autrement dit de pilotes humains. Et je réponds très spontanément, mais également de manière délibérée, « ah mais s'il n'y a pas de pilote humain, je ne monte pas dans l'avion ». Et la réponse qui m'a été donnée est symptomatique d'un énorme problème que nous avons par rapport aux technologies. La personne qui m'a répondu est un ingénieur qui contribue à fabriquer des systèmes embarqués et me répond « mais vous ne le saurez pas ». Vous ne le saurez pas, vous, en tant que passager, que nous avons décidé et réussi à ôter les pilotes humains des cockpits. Vous ne le saurez pas parce que nous, ingénieurs, savons que vous êtes tellement fragile psychologiquement qu'il ne faut pas vous tenir au courant du fait que nous enlevons les humains des cockpits. Et donc, nous allons enlever les humains des cockpits, mais nous ne le dirons pas. Eh bien, en fait, c'est ce qui est en train de se passer de manière massive, largement au-delà du secteur de l'aviation. On est dans un monde où on est en train d'enlever l'humain de tous les systèmes de pilotage, qu'ils soient réels ou symboliques. On est en train d'enlever les humains de tous les systèmes sur la base de la présupposition que
Les humains ne sont que source de défaillance. Alors, pardon, je pose une question parce que j'ai vu une interruption à un moment dans la vidéo. Est-ce que je suis toujours audible? Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, la présupposition, c'est que les humains ne sont que source de défaillance, qu'ils soient à la place d'un système de pilotage comme les pilotes d'avion ou qu'ils soient les usagers. Mais ce qui est tout à fait problématique, c'est que dans des affirmations comme celle-ci et une présupposition comme celle-ci, on ne s'aperçoit pas, on ne prend pas conscience du fait que ce sont encore des humains qui conçoivent les systèmes, comme les ingénieurs auxquels je m'adressais le jour de la formation en question. Ce sont des humains qui conçoivent et qui imaginent. Ce sont des humains qui rêvent. Ce sont des humains qui présupposent que les machines sont de toute façon seulement source d'une efficacité largement supérieure à celle des humains et jamais source de défaillance. Mais c'est oublier que les machines sont tout aussi faillibles que les humains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encoder le réel à l'avance dans les machines. Ce problème de désir d'encodage du réel en totalité dans les machines, de manière à créer des machines infaillibles, c'est un rêve humain. Ce n'est pas un rêve des machines. Les machines ne rêvent pas. Et je rappelle que, pour rester dans le domaine de l'aviation, les catastrophes qui ont eu lieu des 2 Boeing 737 MAX équipés d'un système MCAS censé être infaillible, destiné à éviter que l'avion ne décroche. Je ne rentre pas dans le détail de la mécanique, mais en gros, les 2 catastrophes sont dues à une défaillance de système, confondant des données et confondant une montée de l'avion, d'un avion après un décollage, avec un décrochage. Et du coup, le système se met automatiquement en route, censé remplacer de manière efficace des pilotes qui ne sont pas même formés à débrancher le système s'il entre en défaillance et qui ne sont pas même informés que le système a été inscrit dans le système de pilotage de l'avion. Autrement dit, on considère que les humains sont faillibles, mais ceux et celles qui considèrent que les humains ne sont que faillibles sont eux-mêmes et elles-mêmes des humains également faillibles, bien sûr. Et donc, il faut que nous reconnaissions que nous sommes à la fois faillibles, mais aussi source d'une flexibilité que les machines n'ont pas. Nous introduisons de la flexibilité dans les machines que nous fabriquons. Je ne rentre pas dans le détail de ce point, mais on pourra y revenir pendant la discussion. 3e et dernier point, lorsque les robots calculent, entre guillemets, combinent nos préférences à partir de nos navigations sur Internet, grâce au big data, et que nous sommes progressivement identifiés sur la base de préférences que nous avons déjà exprimées au cours de nos navigations sur Internet. Alors nous sommes progressivement réduits à ce que nous avons déjà fait. Nous sommes réduits à ce que nous avons déjà cherché. Et nous ne recevons potentiellement, si nous n'avons pas de regard critique sur ce que nous ne recevons que en miroir des éléments ou des préférences que nous avons déjà exprimés, ne serait-ce que ponctuellement. Ça veut dire que les usagers d'Internet dans le monde entier sont potentiellement, s'ils n'y prennent pas garde, réduits à leurs expériences passées. Et ça veut dire dans ce contexte-là que le pouvoir introduit par les algorithmes dans les systèmes fait que ce pouvoir-là a pour puissance de nous réduire à ce que nous avons déjà été. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'avenir. Et c'est le 3e problème gravissime. C'est que si nous nous laissons faire sans regard critique, et ô combien l'éducation a-t-elle été évoquée au cours de cette discussion, elle est absolument capitale par rapport au regard critique. Si nous ne prenons pas distance par rapport à ce qui nous est proposé au travers des navigations sur Internet, par quelque moyen que ce soit, le téléphone, l'ordinateur, la tablette, tout ce que l'on voudra, eh bien, nous sommes réduits à ce que nous avons déjà fait et notre humanité est détruite. Pourquoi? Parce que l'humanité, c'est l'inconnu. L'inconnu, ce n'est pas une expérience déjà vécue sur Internet, c'est justement ce que nous ne savons pas de nous-mêmes. L'humanité, c'est le futur véritable. Et Hannah Arendt, qui a déjà été citée lors de l'intervention précédente de Pierre Giorgini, eh bien, Hannah Arendt dit « Le véritable avenir, c'est l'infigurable, c'est ce qu'on ne sait pas ». Elle ajoute comme exemple, dans Conditions de l'homme moderne, que le véritable avenir, ce sont nos enfants. Et puisque nous avons été enfants, nous sommes l'avenir, nous, humains. Mais si nous en perdons conscience, alors nous allons détruire la possibilité de tout avenir. Et si, du fait de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, nous en venions à souhaiter
une forme d'eugénisme, c'est-à-dire à ne faire de nos enfants que le résultat de projections qui sont les nôtres, de notre temps à notre présent, nos enfants ne seraient pas un véritable futur, elles seraient la reproduction de notre désir actuel, éventuellement dépendant d'une condition passée. Et donc, il est absolument capital qu'on réapprenne que ne pas savoir, loin d'être un problème de fond, c'est être en posture d'apprentissage. Autrement dit, il est capital que nous sachions qu'il y a une docte ignorance, la docte ignorance qui libère le futur. Réapprenons donc qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais seulement du calcul artificiel, et que rêver à ce que l'IA dépasse l'intelligence humaine n'a pas de sens. Réapprenons que les machines n'ont aucun sens des responsabilités, de la problématisation, des priorisations, et qu'elles sont faillibles. Et donc, il ne faut absolument pas tout leur déléguer, comme on voudrait imaginer qu'il n'y ait pas de pilotes dans les avions, de pilotes humains. Et troisièmement, réapprenons que, contre les big data, l'humanité des humains est faite de l'inconnu que nous fabriquons en ne sachant pas ce qui advient. Merci beaucoup, j'espère que le temps est à peu près respecté. Merci de votre écoute et à disposition évidemment pour les échanges. Merci, cher professeur, pour votre lumineux exposé. Vous êtes dans le timing, merci infiniment. Je retiendrai 2 points sur ce que vous venez de nous dire. Je vous cite, si nous nous laissons faire, sans regard critique, si nous ne prenons pas de distance, nous sommes réduits à ce que nous avons déjà fait et l'humanité sera détruite. Et je crois qu'ici, nous ne voulons pas que l'humanité soit détruite. C'est pour ça que vous nous invitez à avoir une posture d'apprentissage, c'est-à-dire une prise de recul pour avoir un esprit critique afin de construire l'humanité. Merci, professeur. Maintenant, j'invite tous les intervenants pour cette discussion qui va être un peu écourtée. Veuillez nous en excuser. Et je vous demande simplement que les questions qui vous sont posées, même si c'est un peu frustrant, mais merci de répondre synthétiquement afin que tout le monde puisse avoir la parole. Je vous remercie. Et je voudrais tout d'abord commencer la discussion en me tournant vers le professeur Giorgini. Une question vous a été posée, professeur. Vous avez écrit dans l'un de vos essais que la science devait être conscientisée. Qu'entendez-vous par là? Là, c'est dans un essai plus ancien. Je pense que finalement, on revient à science sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Donc, à partir du moment où, comme le dit Henri Bergson, nous atteignons un tel niveau de puissance, et la science aujourd'hui qui est devenue technoscience, et ce n'est pas une transition anecdotique. Les technosciences sont une révolution de la relation entre la technique et la science. On passe vraiment d'un connaître pour faire à un faire pour connaître, et je disais tout à l'heure par les algorithmes, et ça vient d'être formidablement commenté, on va passer à un faire sans connaître. Nous sommes en train de passer à un faire sans connaître. Parce que ce qu'on n'a pas dit, notre ami le professeur de l'ESSEC, c'est qu'il ne nous a pas dit qu'on ne peut même pas réparer les algorithmes qui ont fait chuter le CMAX, parce qu'ils ne sont pas des algorithmes de programmation que l'on pourrait remonter, ce qu'on appelle le reverse engineering. Ils sont basés sur des simulations, sur des corrélations, et non pas sur une mathématisation de processus rationalisés. Donc, on ne peut même pas les réparer. Et donc, on voit bien que la question de la montée en conscience sur les questions de la technoscience et la question des algorithmes, elle est fondamentale. Et ce n'est rien d'autre que ce qui a été dit par les intervenants précédents. Oui, merci, professeur. Le professeur Laurent Bibard, peut-être une réaction à ce que le professeur Giorgini vient de nous dire. En fait, comment, pour vous et selon vous, penser, je dirais consciemment, avec intelligence, les limites de la science? Autrement dit, faut-il critiquer la science pour la construire ou faut-il critiquer notre regard sur la science pour nous construire à travers elle? Je crois, avec, me semble-t-il, le professeur Giorgini, que ce n'est pas tant la science qui est en question, que notre rapport à la puissance et que notre rapport à ce que nous éprouvons comme étant notre impuissance. Nous nous laissons fasciner
Je parle largement de moi-même potentiellement, mais du coup, c'est très embêtant pour les générations qui viennent. Il est capital de travailler à démystifier, non pas la science elle-même, qui est beaucoup. Les très grands scientifiques sont infiniment plus lucides sur la modestie des sciences. Ceci a été évoqué justement par le professeur Giorgini, que le monde de la technologie et le monde économique. Les étudiants croient maintenant, beaucoup d'étudiants croient maintenant, que la notion de téléchargement d'un cerveau dans un ordinateur a du sens. Nous avons un devoir fondamental de démystification de ce genre de choses. Et ça passe par le réapprentissage de ce que c'est que l'humain et de comprendre que des pilotes d'avion ne sont pas nécessairement seulement faillibles, ce qui paraît un truisme, mais n'est plus du tout pensé comme un truisme dans le monde de l'aviation. Et je crains que ce soit quelque chose de généralisable. Professeur Tanela Boni, une question sur finalement le lien. Vous êtes, je dirais, permettez-moi de vous le dire, la philosophe de la relation. Vous avez parlé de relations pour penser, pour prendre du recul, etc. Est-ce que les nouvelles technologies, en quel sens, pardon, les nouvelles technologies peuvent-elles, et l'IA en particulier, peuvent-ils redonner un lien humain à travers l'humanité? Oui, je pense que on pourrait, justement, par ces nouvelles technologies, je pense c'est ce que j'ai voulu dire vers la fin, mais je pense que je n'ai pas tout à fait, je n'ai pas réussi à le dire. En fait, donner du contenu afin de pouvoir, je dirais, diversifier les types de connaissances qui circulent habituellement sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a, par exemple, en Afrique et aussi sur d'autres continents, beaucoup de connaissances qu'on pourrait mettre à la disposition de tout le monde, mais qu'on ne peut pas faire parce que, d'abord, il y a la question de la langue, hein, que j'ai évoquée très, très rapidement, mais même si ce n'est pas la question de la langue, je crois qu'il est quand même important de pouvoir diversifier les types de connaissances qui circulent, parce que ce serait quand même une très bonne chose pour l'humanité tout entière. Je suis là en train de dire que nous savons peut-être un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas justement partager avec le reste du monde. Or, les nouvelles technologies pourraient être des outils adéquats, même si nous savons qu'il y a effectivement beaucoup de risques. Tanela Boni, merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ici, complètement, et merci pour la synthèse de votre réponse. Je voudrais me tourner vers Roberto Lupi. Comment et quelle est la posture d'un humain, finalement, face aux nouvelles technologies dans un juste milieu? Autrement dit, quelle est la justesse que nous devons avoir, c'est-à-dire la prise de recul face à aux nouvelles technologies, c'est-à-dire quelle posture d'autorité? Ce n'est pas facile. Votre question est difficile. Eh bien, je n'aime pas. Ce dont je parlais avant, c'est la connexion entre le fondement et les gens qui écoutent. Et je ne sais pas si on peut avoir une composante impersonnelle d'algorithmes qui peuvent être authentiques envers le fondement. Parce que qu'est-ce que c'est le fondement? Quelle est la relation entre un algorithme et le fondement? Je ne sais pas. C'est très difficile. Et c'est ça le point réel de la question. Et je n'ai pas de réponse pour ceci, bien sûr. Je me tourne vers vous, prêtre que vous êtes. Il y a une question qui a été posée. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps que l'on peut orienter, un temps qui ne nous appartient pas.
qui dit temps envisage accélération et ralentissement. Finalement, pour vous, quel est le temps nécessaire, indispensable pour se poser et pour, je dirais, prendre le temps de réfléchir avant d'agir? Je pense que la difficulté, c'est que le temps biologique n'est plus le temps de la machine. Le temps de la machine n'est plus le temps biologique. Mais à un moment, la question qu'il faut se poser, c'est qui est au centre? C'est la machine ou c'est l'humain? Si c'est l'humain qui est au centre, à un moment, le rythme doit être celui de l'humain, notre rythme collectif quand on bâtit une société. Simplement, moi, je n'opposerai pas spontanément les deux. Je pense qu'assez facilement, on peut opposer et du coup avoir une vision un peu négative de ces technologies. Moi, j'aurais tendance à dire que malgré toutes les limites qu'on a pointées, qui sont des limites réelles, je verrais plutôt une forme de symbiose ou d'association. Je crois beaucoup plus en l'intelligence augmentée qu'en l'intelligence artificielle. Comment on donne du empowerment, comment on donne du pouvoir aux gens? On parlait des pilotes, par exemple. L'idée, c'est plutôt de savoir comment ils peuvent être de meilleurs pilotes avec des systèmes assistés plutôt que de savoir comment ils peuvent être remplacés. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Donc voilà, moi, la question qui est à la fois celle du temps, mais qui est aussi celle de la symbiose de façon plus générale, qui est aussi celle de l'autorité. Pour moi, la question à un moment, c'est, Max Weber disait, il y a 3 sources d'autorité, et il y en a une quelque part qui est une autorité transcendante. Donc si on ne croit plus à une autorité de Dieu, à un moment, où est-ce qu'on va chercher la transcendance? Si la transcendance, elle est dans la blockchain, si la transcendance, elle est dans l'algorithme, à mon avis, on se fourvoie. La question, c'est plutôt d'essayer de trouver en nous-mêmes humains une forme de transcendance qui va contrebalancer cette espèce de léviathan extérieur, qu'il soit algorithmique ou qu'il soit celui de la blockchain, qui quelque part va essayer de nous contraindre, de nous pousser, de nous organiser. Donc voilà, remettons l'humain au centre, reprenons le pas sur ces technologies et surtout n'opposons pas de façon à avoir une approche beaucoup plus positive de ces technologies qui nous permettent vraiment de les utiliser. D'accord, merci beaucoup. Je vous ferai réagir tout à l'heure sur une seule question qui nous reste parce que le temps nous est compté. Mais je voudrais poser une question au professeur Tanela Boni. Professeur, en Afrique, c'est une question qu'un de nos auditeurs pose. En Afrique, est-ce que la pédagogie des grands récits est en compétition ou complémentarité avec les nouvelles technologies? Comment pouvez-vous réagir et répondre à cette question? Bon, moi, je ne dirais pas que c'est en compétition. Je pense justement que ça pourrait être tout à fait en complémentarité parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin, sauf que de plus en plus, on a l'impression que ça n'existe plus et que ça reste peut-être dans les tiroirs ou dans les mémoires des personnes âgées et que c'est en train de se perdre. Et je pense que de ce point de vue, les nouvelles technologies, justement, pourraient être des outils pour, pour réactiver ou pour conserver ou pour préserver, justement, ces grands récits. Merci beaucoup. Père Salobir, comment vous pouvez réagir, vous, non pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, avec le regard que vous avez? Mais je pense que là aussi, moi, je n'opposerai pas l'innovation et la tradition. J'essaierai de voir comment l'innovation peut se mettre au service de la tradition. On a d'un côté quelque chose, un peu ce qu'on disait, de l'ordre du savoir-faire. Les machines, elles nous aident à faire peut-être plus vite, moins cher, mieux parfois. Elles ne touchent pas à la question du sens. Or, ce que le professeur Boni évoque, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse, et une sagesse qui est… Enfin, il faut du temps pour bâtir une anthropologie quand même. Et on le voit, enfin, on a évoqué un petit peu, le professeur Delezec évoquait la question du transhumanisme, qui à mon avis s'est fracassé sur cette crise pandémique, parce qu'en fait, l'homme qui vivra 200 ans, on finit tous dans les hôpitaux. Mais en fait, à un moment, on voit bien que tout ça, c'est assez fake et qu'il faut revenir à un sens qui, lui, ne peut être donné que par l'humain. Donc voilà, articulons les deux et c'est comme ça, à mon avis, que ça va fonctionner. Merci beaucoup pour votre éclairage. Professeur Marilène Parizeau, comment vous réagissez à cette réflexion? Est-ce qu'il y a une complémentarité ou une opposition? Je crois que ça soit une réponse facile à donner. Je crois qu'il y a les deux. Il y a à la fois des oppositions, puis à la fois, je dirais, des articulations. Puis c'est peut-être ça qui est plus difficile à mettre en œuvre, c'est-à-dire mettre des limites. Je crois qu'on a évoqué quand même
des limites dans les présentations qui ont été faites. Et je crois que c'est peut-être par rapport à ça qu'on devrait se donner des outils. Je crois que l'importance de l'humain, je crois que l'exemple des avions sans pilote est un exemple extraordinaire pour montrer que là, peut-être qu'on peut dire non, hein, qu'il y a des choses sur lesquelles on dit, ben voilà, on ne veut pas d'avions sans pilote. Et là, à partir du moment où on est quand même dans un système capitaliste, si le consommateur intervient, s'il prend la parole, s'il agit de façon à ne pas acheter des billets d'avion de compagnies qui développent ce genre de système, ben voilà, il y a des mécanismes. Donc, pour moi, il y a des éléments qui nous permettent de penser qu'il faut mettre des limites et puis que c'est des limites à ce qui a été évoqué par M. Bibard, des limites au pouvoir, hein, ici, et au pouvoir économique. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit M. Giorgini sur justement l'effondrement des savoirs. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel il va falloir se pencher un peu plus, surtout quand on parle d'éducation. Et je crois qu'il a montré des pistes pour réfléchir sur justement le problème du rapport à la vérité, puis du problème de la construction de nos connaissances. Et ça, pour moi, c'est un des grands enjeux si on veut penser l'éducation de demain. Merci infiniment, professeur, de votre réflexion et d'avoir relevé le point en effet fondamental émis par le professeur Giorgini. Les amis, malheureusement, le temps nous est compté. C'est toujours frustrant de ne pas pouvoir approfondir notre réflexion. En tout cas, merci pour vos interventions, merci pour vos exposés. Et voilà, cette discussion pourrait encore s'approfondir, mais je pense que nos téléspectateurs l'approfondiront, non pas de leur côté, mais en lisant vos ouvrages, en écoutant vos conférences. Un très grand merci pour votre présence parmi nous. Alors, il est vrai qu'après avoir réfléchi avec cette table ronde sur cette boussole, en tout cas cette réflexion sur l'éducation, tous les domaines dans lesquels vous êtes, montrent combien l'éducation est plus qu'essentielle et fondamentale, mais surtout urgente encore plus aujourd'hui. Cependant, ce travail ne s'est pas effectué en un seul jour. Ce travail sur l'éducation. Depuis plus de 70 ans, le CCIC, plateforme d'ONG d'inspiration catholique, partenaire ou non de l'UNESCO, œuvre sans relâche pour repenser et remettre l'humain au cœur du monde. C'est au cœur de l'humain, dans sa vulnérabilité la plus vraie, que vient se fonder la force la plus authentique de l'homme. Alors, je voudrais maintenant laisser la parole à trois grandes personnalités. Tout d'abord, Françoise Mauzé. Françoise Mauzé, qui est représentante au niveau européen des associations familiales catholiques, qui va nous présenter tout ce travail qui a été effectué pour arriver à la construction de ce forum. Et puis, je laisserai la parole à Christine Roche, Madame Christine Roche, qui est la présidente honoraire et présidente d'honneur du CCIC, ainsi qu'à Isabelle Chaperon, vice-présidente du CCIC et représentante de l'Association internationale des charités auprès de l'UNESCO, qui vont maintenant nous présenter la boussole, la rose des vents de l'éducation. Donc, je dois vous présenter les travaux collectifs du CCIC pour organiser ces 3 séances de travail dont nous voyons la fin aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans un cheminement continu depuis plus de 70 ans, l'humain au cœur du monde, qui s'accomplit entre robustesse et vulnérabilité, est au cœur de tous nos projets. Aujourd'hui, la modernité nous fait prendre conscience du risque que représente pour le destin de la famille humaine le déséquilibre entre la croissance si rapide de notre pouvoir technique et la croissance bien plus laborieuse de nos ressources morales.
Les travaux préparatoires au forum peuvent se résumer en deux grands ensembles. Premièrement, le cheminement qui est souhaité dans le cadre de cette modernité, et deuxièmement, ce que la modernité nous impose en matière d'éducation. Je crois qu'on peut dire que cette modernité sera d'un usage positif si elle nous accompagne pour ouvrir à chacun, alors tenez-vous bien parce qu'il y a 8 points qui se suivent, des chemins d'humanisation dans le but d'équilibrer les tensions dont cette modernité est porteuse en acceptant d'entrer sciemment dans une dynamique toujours instable face aux acquis de nos traditions anthropologiques. Des chemins de liberté balisés par des principes juridiques et éthiques forts. Des chemins de spiritualité pour apaiser les cœurs, recentrer les buts et accéder à notre intime. Des chemins de respect et de conservation de la nature comme de la vie reçue et transmise, respect des corps dans leur réalité incarnée, en préservant leur meilleur état de santé possible, quels que soient les handicaps vécus. Des chemins de préservation de la fécondité sexuée, par la diffusion d'une éducation relationnelle, affective et sexuelle, d'où la marchandisation de l'humain est bannie de la prostitution à la gestation par autrui. Des chemins pour l'épanouissement par l'éducation des filles comme des garçons partout dans le monde. Des chemins de respect de la protection de l'ensemble des travailleurs, chacun étant utile et objet de considération. Et enfin, des chemins de développement humain par l'accès à des apprentissages variés, basés sur la richesse et la diversité des talents, tout au long de nos vies, au bénéfice de l'ensemble des sociétés et de notre maison commune. Donc cette modernité nous impose de formuler des propositions pour enrichir une culture de l'éducation. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'une culture de l'éducation, dans le but de prendre conscience du potentiel énorme de progrès porté par l'intelligence artificielle et ses utilisations, tout comme de leur risque d'asservissement inconscient, et dans le but d'apprendre à doser les usages de ces technologies en vivant avec elles, sans nous laisser dominer par elles, afin de pouvoir pleinement habiter nos vies. Les 3 séances de travail, nous avons tenté pendant ces 3 séances de braquer le projecteur sur les risques et sur les chances qui sont devant nous. Le moment est venu de vous présenter la rose des vents, ancêtre de la boussole. Elle a permis la navigation en haute mer de jour comme de nuit, il y a déjà bien longtemps. C'était un énorme progrès. Fini le cabotage. Celle que nous présentons aujourd'hui peut à son tour rendre de grands services dans le domaine de l'éducation. Merci. Merci. Mosé, nous laissons donc maintenant la parole à Madame Christine Roche et à Madame Isabelle Chaperon qui vont nous présenter la rose des vents, la boussole pour l'éducation. Comme l'annonçait Françoise, nous vous présentons maintenant notre rose des vents pour enrichir une culture de l'éducation. Cette rose est délibérément centrée sur la construction de la personne dans toutes ses dimensions. Au cœur de cette rose des vents, au croisement de la verticale et de l'horizontale, vous aurez l'éveil de la conscience, la verticale étant l'être soi et l'horizontale être au monde. Notre objectif est de montrer notre espérance en un humain capable de vivre en s'humanisant dans un monde soumis aux nouvelles technologies, aux multiples violences et aujourd'hui à l'imprévisible de la pandémie. Notre monde doit répondre aux appels urgents de l'humanité et de la planète. Nous développerons cette rose des vents en allant du nord vers l'est, puis vers le sud et enfin de l'ouest vers le nord. À toi, Isabelle. L'éveil de la conscience. Être soi pour être au monde. Dans une perspective d'écologie intégrale,
et en prenant en compte avec lucidité les enjeux des nouvelles technologies. Être soi, apprendre à être, c'est un des piliers de l'éducation dans le rapport Delors de l'UNESCO. Mais comment apprendre à devenir sans apprendre d'abord à être? Et déjà, connais-toi toi-même, ça date d'il y a 2500 ans. Être soi, reconnaître son identité réelle avant d'inventer des identités virtuelles ou déclaratives, voire multiples. Lire, écrire, compter, parler. Ce sont là des apprentissages de base absolument nécessaires pour vivre avec les autres, acquérir un langage commun. Faute de pouvoir tout développer, j'insisterai sur parler, puisque le langage structure la pensée et un langage riche permet la nuance et le débat. Discerner, éveiller l'esprit critique, prendre conscience de ses limites. Discerner le vrai du faux, le bon du moins bon, discerner le réel du virtuel ou de l'illusion. Par exemple, éclairer les jeunes et les moins jeunes sur nos fonctionnements cognitifs, sur nos biais heuristiques et les manipulations de la pensée. C'est une piste à creuser pour les armées face aux fake news, aux pseudosciences, aux arguments fallacieux. Nos limites, quelle image de nous renvoie l'IA? Celle d'une machine qui fait moins bien que la machine? Prendre progressivement conscience de nos limites, reconnaître nos vulnérabilités et les positiver, cette incomplétude est une richesse sans laquelle nous n'aurions aucun besoin de l'autre. S'adapter, prendre du recul. Évoquons là notre rapport au temps. L'instantanéité que permet l'IA entre en compétition, en opposition avec le temps de la réflexion et de l'action humaine. Formation, qui sont les acteurs? Les familles, premiers éducateurs de leurs enfants, les enseignants et tous les éducateurs sont partie prenante, de la petite enfance à la fin de vie. Elles doivent pouvoir bénéficier elles-mêmes de formation tout au long de la vie. L'éducation, la formation passe par des personnes et s'adapte aux besoins et rythmes de chacun. L'intelligence artificielle vient en appui en proposant des contenus adaptés, y compris aux personnes en difficulté cognitive. Point essentiel, mais ça va mieux en le rappelant, il y a urgence à ce que la totalité des jeunes, filles et garçons, aient un accès garanti à une éducation de qualité, comme l'énoncent les objectifs du développement durable. Les autres. Être au monde, c'est être avec et pour les autres. Être responsable. La conscience et le sens des responsabilités sont le propre des humains, nous a-t-on rappelé. L'IA donne l'illusion de la liberté sans la responsabilité. Éduquer à la responsabilité implique d'inciter à savoir, humanité, modernité, nouvelles technologies, intelligence artificielle, à vouloir, par l'engagement, le bénévolat, l'ouverture à la gratuité, à pouvoir, en développant des moyens pour agir face à la violence, aux inégalités, aux discriminations, aux pauvretés. Développer une éthique, je cite Paul Ricoeur, c'est-à-dire viser une vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. S'éveiller à la philosophie et à la spiritualité. S'éveiller à la démarche philosophique comme aux différentes philosophies, sagesse et spiritualité du monde. Cet éveil à la philosophie ne doit pas être le privilège de l'enseignement supérieur. Il gagne à trouver sa place pour tous et de le plus jeune âge. C'est une piste importante à creuser pour répondre à la quête de sens que l'on observe chez les jeunes et les moins jeunes. Éveiller à la dimension spirituelle de l'être, prendre conscience de la vie reçue, transmise et de la mort, qui n'est pas seulement un problème technique. Être soi, puisque l'on repasse sur cet axe, ce pilier de la construction de l'être, il me plaît de vous rappeler cette phrase de Leibowitz, ce n'est pas le cerveau qui pense, c'est je. Développer une vie intérieure. L'intériorité psychique, la capacité de se construire en devenant l'auteur de sa propre histoire, le sujet de ce qui arrive et non l'objet. L'intériorité morale, la capacité à discerner le bien du mal. L'intériorité spirituelle, du domaine du sens, des questions existentielles. Comment?
faire silence, contempler, s'étonner, s'ouvrir aux différentes cultures, découverte, voyage, art, sport, nature, éveil à la beauté, les moyens sont multiples et variés. Mais comment ne pas évoquer ces nouvelles technologies de réalité augmentée qui permettent de visiter de façon virtuelle les ruines de Mossoul ou lui restituer sa splendeur passée, ou encore les visites virtuelles de musées, mais ce n'est qu'un exemple. vivre ensemble, s'ouvrir à la différence, écouter, dialoguer, débattre. J'aimerais vous citer l'exemple d'un groupe de parole de femmes en Afrique, piloté par une des ONG membres du CCIC. Ces femmes en Afrique disent dans leurs échanges « Il y a ma vérité, ta vérité et celle que nous construisons ensemble ». On repasse par l'axe horizontal, le monde, dans la dynamique d'être soi pour être au monde. Habiter le monde, comme le dit Tanella Boni. construire du sens pour les apprentissages, Chaque être doit pouvoir trouver sa place dans le monde, en particulier dans le monde du travail. Aussi, l'éducation a-t-elle une mission de les préparer en développant des compétences qui ne soient pas en compétition avec l'IA, mais en complémentarité. Ceci inclut l'éducation formelle, informelle, non formelle, tout au long de la vie. découvrir et s'approprier, Le patrimoine de l'humanité, histoire, géographie, sciences, économie, philosophie. Il s'agit là de connaître ses racines pour pouvoir inventer des futurs. Et ce qui met en jeu le processus de la transmission de cet héritage culturel. développer l'estime de soi, Valorisation de la personne, espérance, amour. Il s'agit de reconnaître la valeur unique de chaque être, quel qu'il soit, tel qu'il est, en déceler les talents afin qu'il trouve sa place comme partie prenante de la société. Personne ne doit être laissé pour compte. Et c'est pourtant un des risques du perfectionnement des nouvelles technologies. Éveiller l'espérance, prendre conscience de la belle énergie qu'est l'amour. Paradoxalement, à l'ère des nouvelles technologies, nous sommes invités à nous tourner vers notre humanité, à retrouver ce qui incarne notre être, à savoir le corps, l'esprit et l'âme, comme le dit François Cheng. C'était donc un petit tour d'horizon des directions qui nous paraît important de creuser pour développer une culture de l'éducation, apprendre à être pour devenir, être soi pour être au monde. Laissons la parole à François Cheng, dont la vie et l'œuvre témoignent d'un homme de conscience éveillé à la beauté, aux philosophies et spiritualité du monde. Merci beaucoup, mesdames, Christine Roche et Isabelle Chaperon, pour cette belle présentation de la Rose des Vents, comme vous nous l'avez si bien montré, pour former la conscience afin de bien réfléchir. Et pour terminer, je voudrais maintenant laisser la parole à Stéphane de la Fouchardière, président du CCIC, qui va conclure ce forum et ce webinaire en ouvrant des perspectives et des orientations pour les années à venir. Merci. Merci à vous. Merci Emmanuel. Il est vrai, je suis donc président du CCIC et j'ai cet honneur et après tout le privilège de clôturer cette série de 3 rencontres sur ce thème de l'humain, son éducation face aux nouvelles technologies, en somme une métamorphose du monde. Pour ce clap de fin, j'aimerais au nom du CCIC remercier nos intervenants provenant de Rome, Berlin, Montréal, Côte d'Ivoire, Paris et bien d'autres villes. Des débats passionnants, de très grande qualité, qui méritent d'être revus, réécoutés, réanalysés. D'ores et déjà sur YouTube en replay, nous réfléchissons à d'autres supports pour le futur. Nous souhaiterions également remercier l'UNESCO qui a accepté de patronner ce forum et qui est intervenu activement lors de nos sessions. Enfin, je remercie chaleureusement toute l'équipe du CCIC et les ONG de notre plateforme qui ont travaillé depuis de longs mois sur cet événement, en particulier Christine Roche, qui en a été l'initiatrice, et Marc Toillier, qui a su coordonner et mener ce projet avec professionnalisme, rigueur et diplomatie. Des remerciements également à Artea, notre partenaire
pour la communication et le tournage des webinaires. Merci à Vianney Malin, Guy Metzordé et Benoît-Joseph Postic, qui est ici, notre réalisateur, un jeune réalisateur plein de promesses. Tous les trois ont suggéré avec patience notre imagination et nos passions. Ça n'a pas toujours été évident. Mais j'aimerais revenir quelques courts instants sur cette fameuse boussole qui a clôturé nos débats et nous permet d'envisager l'avenir. On peut être impressionné par l'étendue et la richesse des propos sur la connaissance et la conscience. Elle est le fruit d'une longue réflexion et s'est inspirée des 3 sessions de notre forum. J'y ai vu pour ma part le rappel d'une pièce fameuse de Shakespeare, Hamlet, et cette citation anglaise « to be or not to be », être, ne pas être. Tel est notre débat à tous et en toutes circonstances, dans notre intimité, notre famille, nos entreprises où nous travaillons, les nouvelles technologies climatiques qui nous accompagnent dans nos vies, être ou ne pas être, au sens noble du mot. Tout est dit. Cette boussole représente donc le socle de toute éducation pour vivre et être. Avec cette rose des vents et après ces débats passionnants, le CCIC compte continuer ce voyage initiatique, ce grand large, comme disait le professeur Giordini, en organisant d'autres rencontres du CCIC qui permettront d'être un pont entre les projets de l'éducation du pape François et celui de l'UNESCO, mais aussi un pont entre nous tous pour l'éveil de nos consciences. Mais j'aimerais, pour terminer, comme un rayon de soleil, terminer par un court poème de Madame Tanela Boni, qui nous écoute peut-être encore. « Me voici à la porte du jour le plus long, là où il fait si clair en moi. Ma raison refuse l'évidente clarté séculaire qui sépare l'humanité en portions inégales. L'humanité si divisée, si malmenée et transparente, comme celle dont j'ai hérité par la faute de ma peau invisible, à force d'être visible, cette peau qui m'a tout donné, cette peau dont je suis si fier, ma peau de femme qui n'en fait qu'à sa tête, une tête qui n'est qu'une infime partie de moi. » Extrait de Mémoires de femme 2017 de Madame Boni. Merci Madame d'être intervenue, merci à tous et à très bientôt.